Messieurs, dames, bonsoir. Aujourd'hui, je vous présente un petit jeu. Je suis à peu près certain qu'il n'existe pas en français. Je ne sais pas s'il existera en français un jour. Qui s'appelle Sunless Skies. Traduit littéralement ciel sans soleil. Ciel au pluriel. Bon. Des vidéos de record de jeux vidéo pour la Mongolerie, j'en ai fait plusieurs. Et je crois que sur tous ceux que j'ai fait, il n'y en a que 2 qui sont sortis. Parce qu'à chaque fois que je les fais en fait, et que je les re-regarde, même s'il m'arrive de faire des conneries pour la chaîne, genre moi qui me rase, qui bouffe un burger, on voit des Mickey qui pendent de mon nez. Je trouve qu'à leur manière, ces vidéos débiles sont rigolotes dans leur style à eux. Moi parfois je me marre en les revoyant, et je sais qu'il y a des gens qui s'intéressent. Et chez mes potes c'est rigolo. Mais les vidéos de jeux vidéo en fait c'est moi qui me concentre sur un truc et en même temps j'essaye de me concentrer pour parler. Et je trouve pas les choses que je dis forcément pertinentes, ou parfois je vais sur un sujet, puis je reviens sur le jeu, puis je suis trop concentré sur le jeu, donc je trouve pas grand chose à dire d'intéressant au final. Et en fait je trouve les vidéos un peu chiantes. Je sais pas si je vais sortir celle-là non plus, et ça c'est ce que je dis à chaque fois que j'en recorde une. Donc si ça se trouve personne ne verra jamais ça. J'avais filmé un jeu qui m'avait marqué, qui s'appelait Iconoclast. Il y avait un autre jeu de cartes aussi, dont je vais parler dans cette vidéo. Et là, je vais passer à ça. Je vais vous parler un peu de comment j'ai rencontré ce jeu. Je vais pas vous traduire le texte qui est à l'écran. Peut-être que je le ferai de temps en temps. Mais ça me plaît pas de le faire, car j'ai déjà testé. Et ça rend pas bien. J'ai pas une bonne voix de narrateur, ou en tout cas, je me donne pas la peine de le faire. En plus là il est bientôt 3h du mat, et je vais pas forcément donner beaucoup de vie et de verve à ma voix. Sunless Skies, c'est un jeu sur lequel je suis tombé. En fait c'était la suite logique d'un enchaînement d'événements. Je crois que c'était vers mes 15 ou 16 ans, je suis tombé sur un jeu. Aujourd'hui j'ai bientôt 25 ans. Qui s'appelait Cultist Simulator. C'est un jeu de cartes sur PC solo, où en gros tu es une personne qui découvre des preuves que l'occulte existe, qu'il y a un monde dans les rêves dans lequel on peut accéder par projection. Et le but du jeu, en gros la finalité, c'est de construire ton propre culte, maîtriser des concepts occultes, et peu à peu trouver une voie, une forme d'éveil dans laquelle te pencher pour devenir toi-même un être supérieur. Quitter ta condition d'humain et devenir quelque chose de différent. Bon, je vais vous parler du jeu auquel je suis en train de jouer après, mais je vous laisse apprécier si vous voulez regarder les graphismes en même temps. Et donc dans Cultist Simulator, peut-être baisser un peu le son parce que même si je m'entends pas trop bien parler, je trouve que c'est un petit peu fort par rapport à ma voix peut-être. Alors, on va baisser un tout petit peu. Enfin bref. Il y a plusieurs voies qu'on peut choisir. On peut devenir un être de lumière dont qui peut aller de miroir en miroir à travers le monde et dans une quête de connaissances. On peut garder son enveloppe corporelle et plutôt la développer au lieu d'essayer de la quitter pour devenir un être qui au lieu de se consacrer à 5 ou 6 sens en développe des centaines pour avoir une vision du réel complètement différente et originale. Il y a plusieurs formes d'éveil que le personnage peut essayer d'atteindre. C'est un jeu qui est assez dur, parce qu'il n'y a pas de tutoriel. Et le jeu le dit dès le début, en fait. Le but, c'est d'essayer, essayer encore et encore. Et après plusieurs échecs, éventuellement réussir à gagner. Ou abandonner. Le jeu cache pas qu'il est dur. Et c'est un truc que j'aime bien, je l'ai déjà dit. J'aime les jeux qui s'assument comme étant durs,
mais qu'ils le font dans l'optique de... En fait, qu'ils restent fidèles à eux-mêmes. Ce jeu était fidèle à lui-même, dans sa difficulté, sans être abusif. Il avait sa logique. C'est le genre de jeu qui rebute beaucoup de gens, moi j'adore. Ça veut pas dire que ça me sauve pas éventuellement, mais moi j'adore. Et en fait, ce jeu-là est formidablement bien écrit. C'est, j'ai oublié son nom, mais ça a été écrit par un mec qui a bossé dans l'industrie du jeu vidéo, par-ci par-là, et qui a un talent pour l'écriture, une passion pour tout ce qui est ésotérique, le mystique en général, et qui arrive bien à le retranscrire dans des œuvres vidéoludiques et narratives. Comme le jeu auquel je suis en train de jouer, on dirait pas maintenant, mais après je suis en train de passer tous les textes, mais c'est un jeu qui est principalement narratif, avec des mécaniques de combat qui sont pas énormes. C'est intéressant, mais c'est pas forcément le focus. Même si je trouve le combat cool plus tard dans le jeu, même là j'ai du mal à contrôler mon machin, je tire des boulettes sur un autre train qui vole dans le ciel. Bon. Enfin bref. Et ce jeu, en fait, Cultist Simulator, le jeu de cartes, m'a éveillé, je pense, à éveiller une curiosité en moi. En fait, avant ce jeu, je pense que j'étais un PNJ. Je vivais à travers le courant des choses, je me laissais porter par le vent. Je ne pensais pas à grand chose d'important. Attendez, je regardais la carte parce que je suis un peu paumé là. Ok, c'est par là. Je vais essayer de buter ce machin. Je crois que ça donne des pierres précieuses. Un truc du genre, de souvenirs. Ça fait longtemps que j'ai pas joué à ce jeu. Ouais, non. J'ai foiré. Et de là, en fait, j'ai commencé à m'intéresser à des choses sur lesquelles je m'étais pas forcément questionné avant pour diverses raisons, par rapport au background de là où je viens, la mystique, la religion, plus particulièrement d'où vient l'idée de religion chez les hommes. Et je me suis énormément intéressé aux religions antiques ou au concept de sacré du passé. Jusqu'à l'époque préhistorique, j'ai vraiment cherché la racine de l'idée du divin, de Dieu et de force surnaturelle. Et de là, en fait, j'ai papillonné sur d'autres sujets assez larges. Et vous dire que je me suis penché dessus en soi, ça veut pas dire grand chose. Mais je suis allé sur la politique, la philosophie, j'ai bien charbonné. Je trouvais des sujets qui m'intéressaient, je charbonnais dessus pendant un mois ou deux. Ensuite, je passais à un autre. Mais en général, il y avait toujours un lien avec le truc originel. Et parallèlement à ça, j'ai suivi un peu les œuvres de la personne qui a écrit la majorité des histoires de Cultist Simulator. Et c'est quelqu'un qui a bossé sur un autre jeu qui s'appelle Fallen London, qui est un jeu sur web, qui existe encore à l'époque où je fais cette vidéo, qui a une fanbase assez énorme. C'est un jeu qui est purement narratif, là par contre il n'y a pas de gameplay, on y joue sur Google Chrome, le truc. C'est un peu un genre d'histoire dont vous êtes le héros, qui ne finit jamais. Et l'univers de ce jeu web s'est tellement développé au fur et à mesure des années qu'ils en ont fait 2 jeux vidéo successifs. D'abord Sunless Seas et maintenant Sunless Skies, auquel on est en train de jouer. Et Sunless Skies, en fait, son univers est dur à expliquer. Car c'est un travail qui s'est fait sur une trentaine d'années. Ça a toujours été un univers qui était de niche, même dans la communauté anglo-américaine. Même si maintenant ça commence à prendre du galon parce que bon, les mecs ont fait des jeux. Et ça a été fait par un studio qui a de spécial que, à la base, les mecs qui ont fait ces jeux étaient pas des game designers, des codeurs ou des mecs qui étaient doués là-dedans. C'était que des écrivains
des groupes de potes écrivains ou philosophes, ou qui étaient purement dans l'esprit narratif ou des choses plus intellectuelles. Enfin, sans dire que le jeu vidéo n'est pas intellectuel, mais ils étaient plus ancrés dans le réel. Et ils s'étaient tournés vers le média jeu vidéo parce qu'ils y avaient vu un potentiel pour narratif qui était très intéressant. Et ils ont pu financer tout ça grâce au jeu web sur lequel ils avaient charbonné pendant des années et qui a pris des proportions assez énormes pour faire un putain de studio. Peu à peu, ils en sont venus à créer ce jeu-là qui, à mes yeux, le truc est même sorti sur Switch, hein, c'est un peu le magnum opus. Certains disent que certains de leurs travaux à ce groupe, des anciens travaux ont été meilleurs d'un point de vue narratif ou l'écriture. Moi, je trouve que celui-là est vraiment super. On sent vraiment la consécration d'un travail sur plusieurs années. Et en fait, tout l'esprit qu'ils ont créé, l'énergie qui est maintenant propre à eux, de leur univers, est là. Et c'est un jeu que je kiffe parce que, en fait, pour moi, ça représente la fin d'un voyage. Et c'est rigolo parce que c'est un jeu où on passe son temps à voyager. Je vais expliquer un peu le concept de base. Ça va paraître farfelu, mais en fait, vous êtes le capitaine d'un train à vapeur qui parcourt la galaxie. Enfin, plus précisément 4 grands axes de la galaxie. Et chacun de ces axes est un univers en soi. Il y en a un qui s'appelle The Wilderness, comment on pourrait traduire ça en français, c'est la nature sauvage, voilà, on va dire, qui est très forestier, qui a des monstres assez soft. Bon, je vais pas tout vous spoiler, passez de 30 secondes si vous voulez jouer à ce jeu plus tard, mais il y a un univers qui est entièrement steampunk, qui a été conquéri par les Londoniens des années londoniennes et qui ont créé une machine énorme de la taille d'un système solaire. Il y a une galaxie qui n'a pas d'étoiles, qui est dans les ténèbres et qui est ultra flippant. Et il y en a un autre, passez encore quelques secondes si vous voulez jouer à ce jeu, qui est le royaume des morts, qui est le purgatoire. Le purgatoire dans cet univers est un endroit physique dans lequel on peut se rendre, qui est très dangereux, mais le truc existe. Et ce jeu est délirant. L'écriture est superbe. Évidemment, il est dur. Dur. Ça va. Ça dépend de ce que vous voulez atteindre comme objectif. Alors là, comme vous pouvez le voir, j'ai fait mon perso vite fait. Son histoire n'est pas si importante que ça. C'est ce qu'il va accomplir qui va être intéressant. Et quand vous faites votre personnage, le jeu vous propose 3 choix. L'ambition de votre personnage, qu'est-ce qu'il veut? Est-ce qu'il veut des richesses? Est-ce qu'il veut que son nom soit inscrit dans l'histoire? Ou est-ce qu'il veut la vérité? Les 2 premières s'expliquent d'elles-mêmes. La troisième, c'est une compréhension de l'univers, une forme d'élévation de l'esprit. En fait, dans ce jeu, les étoiles c'est officiel, tout le monde le sait, sont des entités qui régissent les lois du système solaire qui l'entoure. Et c'est un truc qui est quand même incroyable. Les étoiles sont des dieux. Dans ce monde, les étoiles sont des dieux. Et tu es un train qui vogue dans l'espace et qui va d'univers en univers. Et à chaque univers, ses propres lois, ses propres règles. La mort ne fonctionne pas pareil d'un côté de la galaxie à l'autre. C'est ouf. Et c'est l'ambition la plus dure à obtenir, mais aussi celle qui me plaît le plus. Parce que forcément, c'est celle qui a l'air la plus cool. Là, on peut créer notre perso dans le style graphique du jeu qui est assez mythique pour ceux qui en sont fans. On va le faire random. Un truc qui me plaît bien. Et ça fait un peu, regardez, encapuchonné, mec un peu buriné, avec les cheveux un peu en bataille, peut-être un peu gras, le capitaine qui vogue à travers l'espace, qui a vu des trucs fucked up, qui a des théories du complot incroyables, qui cherche la vérité en fait, qui a abandonné l'idée d'être reconnu ou de richesse,
il cherche, il est après un but impossible. Alors, terme of adresse, archiviste, principal, administrateur. Y a pas un truc chelou? Madame, Sir, Citizen, Captain. On va rester simple, ça va être capitaine. Capitaine McDonald. Capitaine Flynn. Allez, let's go. Voilà, donc je vais vous expliquer comment je suis arrivé à connaître ce jeu. Plus ou moins pourquoi il me plaît. Je vous explique un peu les prémices. Et là, je vais juste y jouer un petit peu et vous expliquer en gros ce que je fais. Alors, mon personnage était un révolutionnaire. Tête brûlée, qui était plus physique qu'intellectuel. Qui cherche une forme de vérité. C'est Capitaine Flynn. Il est plus fort et roublard qu'il n'est intelligent et endurant. Et on va voir comment il va se démerder. Alors là, tout ça, c'est du lore. En gros, au début du jeu, vous revenez d'une expédition dangereuse. Vous étiez le second de l'ancien capitaine, qui a complètement foiré sa mission, qui est revenu mourant, et qui vous a légué des missions. Un but, à vous de le poursuivre ou pas, vous en foutre et de partir à l'aventure. En fait, le principe du jeu, c'est d'aller de port en port. Vous pouvez être un marchand, un aventurier, un mec qui est d'un certain corps armé à prendre possession d'un territoire, ou vous faites un peu ce que vous voulez. C'est comme la majorité des jeux auxquels je joue, c'est un truc qui est vraiment très RP. Alors le jeu se compose ainsi. On a plusieurs choses sur lesquelles on doit s'inquiéter. Ça, c'est notre niveau d'essence. Ouais, c'est notre niveau d'essence. Quand on n'en a plus, le truc tombe à zéro. Si on tombe à zéro au milieu de l'espace, on peut essayer d'envoyer un signal de détresse. On peut brûler notre cargaison ou nos vivres pour essayer de faire brûler un peu plus les moteurs pour aller arriver jusqu'à un port. Ça, c'est nos cargaisons, les vivres. On peut en consommer pour envoyer un scout, qui sont des petites battes, des petites chauves-souris toutes mignonnes, qui nous disent ce qu'elles trouvent dans le grand univers. Ça, ce n'est qu'une seule map, hein. Il y en a 4 comme ça, de taille qui varie. Et ça, quand on en a 0, tout notre équipage, là on a 8 personnes, je peux en avoir 10 au total, mais c'est pas la peine, j'ai pas besoin d'en avoir autant. C'est eux qui font tourner le train. Il y a un minimum requis, je crois que pour ce modèle de train il en faut 4. À partir de 4 et moins, le vaisseau, le train, commence à avoir des malfonctions, à péricliter, à consommer trop de carburant, mais à perdre de la vie parce qu'il y a personne pour en prendre soin. Ça, c'est la vie du vaisseau. Ça, à 0, le truc explose. Ça, c'est plus en combat qu'on s'en inquiète. Ou quand vous savez pas bien, comment dire, vous êtes un mauvais conducteur et vous prenez des murs. Ça, c'est le niveau de terreur. Quand il atteint son maximum, vous gagnez un cauchemar. Et à chaque cauchemar que vous atteignez, vous avez une malédiction qui s'attaque à votre esprit, à votre navire, qui devient de plus en plus intense. Vous voyez des monstres qui n'existent pas ou qui se manifestent par la seule présence de votre esprit marquée par les horreurs de l'espace. Et c'est l'un des trucs les plus chiants à gérer. Si vous prenez pas le temps de faire gaffe. Là, je vais pas trop m'attarder sur le texte, je vais plus voyager. Là, mon but, ça va être de repérer un bon moyen de faire du fric au début dans ce jeu. C'est d'explorer un peu la map, de trouver tous les ports, d'écrire des rapports sur les ports, revenir au centre de la map. Et ça permet de faire un peu de flouze pour s'acheter une arme ou un meilleur moteur. Et à partir de ça... Comment on fait le klaxon déjà? Tut. Et à partir de là, un deuxième truc qui est bien pour se faire du fric, c'est de chercher où sont les ruches d'abeilles. Il y a des abeilles de l'espace, oui. Prendre leur miel, les revendre ici, et s'acheter une putain de locomotive pour commencer à faire des trucs sérieux.
Un truc qui est intéressant dans ce jeu, c'est que bon, faut prendre le temps de le connaître, de savoir ce qu'il y a dans cet univers pour pouvoir le changer ensuite. Vos actions ont des conséquences d'un monde à l'autre. Il y a un système de réputation assez simple. J'aime bien l'ambiance de ce jeu, c'est assez reposant, c'est assez ASMR. C'est un jeu qui vous brusque si vous le voulez en fait. Je pourrais passer des heures dans des couloirs un peu majestueux comme celui-là, à chercher des ports, à faire des rencontres, à faire voyager des gens. Ou je pourrais aller dans le trou du cul de l'univers pour me faire éclater par des monstres cosmiques à la recherche d'un artefact perdu. C'est par contre c'est un jeu qui déteste qu'on ne foute rien. Il faut toujours avoir une idée de trucs à faire en tête. Et ou au minimum gérer nos ressources. Parce que si t'as plus de ressources, tu meurs. Donc le minimum requis que ce jeu te demande, c'est bon, boss. Peu importe la manière, fais de la contrebande, aide la police, tue des poissons de l'espace et prends leur chair pour la revendre. Tu te démerdes, tu bosses. Et comme en fait tous les jeux de ces mecs, il y a un genre de counter, comment dire, il y a en fait le temps est contre toi tout le temps. Tout le temps. Quoi que tu fasses, quel que soit ton projet, le temps est contre toi et tu dois te battre contre le temps. Contre oh putain, c'est compliqué quand on a d'autres cuits de dire ce mot. Putain, waouh. Ah, il est 3h du mat, les mecs. Inévitable. Inévitabilité. Oh. Oh merde. Eh les mecs, j'ai envie de mourir. J'ai envie de mourir. Inévitabilité. L'inévitabilité, tu te sens, et l'entropie se joue sur toi. Le temps passe, tu perds de la ressource, tu perds des compagnons. Si tu meurs, tu perds de l'expérience, tu deviens plus taré, le monde autour de toi devient plus agressif. Après, comme je l'ai dit, ça dépend comment on s'y prend. Mais voilà quoi. C'est assez vénère. Je cherche des noix celui-là. Là. Un truc qui est intéressant dans ce jeu, c'est comment il image le level up d'un personnage. Là où je peux le monter de niveau, ce qu'on va faire maintenant d'ailleurs. Quand un personnage monte de niveau, en fait, on peut choisir, là, j'ai celle-là de base, donc c'est celle-là que je vais devoir prendre, on choisit une nouvelle facette, un secret ou une histoire de sa vie passée. Sa vie passée se développe, ses expériences, à mesure que le jeu avance. Tout ce qui est là, en fait, est déjà prédéterminé. À mesure que l'histoire avance, en fait, celle de ton personnage se dévoile aussi, selon tes besoins, parce qu'il y a aussi des stats que tu gagnes quand tu choisis une affiliation. Là, je l'ai commencé en tant que révolutionnaire, donc là, en passant niveau 2, il s'affirme en tant que tel, il va gagner des stats. Il y a plein de choses ici que je pourrais expliquer qui vont prendre du temps, mais là, par exemple, tous les vilains, tous les mecs qui travaillent dans les ombres, j'aurais un lien avec eux, parce que j'étais eux, et je le suis peut-être encore. Ça, c'est un concept qui est lié au jeu, et à la série en général. Les âmes existent, c'est un truc qui est vrai. On peut perdre son âme, on peut la vendre, on peut la perfectionner, ou on peut l'attacher. Après, c'est un truc assez complexe, ça a les critères sur ce qui fait une bonne ou une mauvaise arme, c'est assez large. Et en tant que vilain, mon âme est tachée et n'émet plus de lumière. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça, je vous laisserai le découvrir si cette série vous intéresse, mais je pense pas.
Enfin, je pense pas, je veux dire... C'est pas pour vous déprécier, les gars, mais... c'est... c'est dur de faire s'intéresser des francophones à ce truc, parce que le niveau d'anglais est assez élevé à certains moments. Enfin bref. Donc là, je vais choisir une nouvelle facette de mon personnage. Et ça va augmenter des stats en relation selon. Genre, si je veux augmenter sa force, scared. Scared, comment on dit en français cicatrice. Il a une marque. Il a été marqué par le passé. Le jour de la Révolution, en fait, il était à 2 doigts de crever. Ça laissait une marque et ça l'a renforcé Iron, le fer, physiquement. Il a fini en prison, en fait. Peut-être qu'il a eu un scandale. Ça, en fait, être révolutionnaire lui a permis d'atteindre des sectes ou des strates plus cachées qui veulent vraiment changer le monde. Ça, qu'est-ce que c'est? Ça, en fait, le mec est devenu taré, a un problème mental, mais ça lui a quand même permis de voir le monde sous une autre facette qui a poussé, en fait, son intellect. Dans le cas présent, on va... il est un petit peu con quand même, et j'aimerais bien le rendre plus intelligent. Donc le mec, en fait, a perdu son esprit une fois, et il est revenu. C'est pour ça qu'il a une sale gueule, en fait. Voilà, hop, RP. On a une petite discrétion. You lost your mind once. They put you in a splendid hotel managed by a cherry gentleman who will determine when you could live. Dans cet univers, quand on devient fou, genre vraiment quand on perd la raison, on est transporté dans un endroit physique qui cherche enfin, je vais pas vous spoiler l'or, mais où on répare votre esprit avant de vous renvoyer dans le monde normal. Parfois ça marche, parfois ça marche pas. Là, pour des raisons de stats, on va dire que ça n'a pas marché et que mon perso ment sur le fait qu'il soit sain d'esprit. Ça se voit à sa gueule de toute manière. Et hop. Et au fur et à mesure, on apprendra un peu plus de son histoire. Après, ça n'influera pas forcément sur les choix que je fais ici, mais de toute manière, les stats, à part vers la fin du jeu, influencent grandement ce que vous pouvez faire et qui seront vos potes. Ça prédétermine un peu certaines de vos options. J'aime bien les personnages considérés comme tarés ou un peu hors normes dans les jeux vidéo, ou dans les œuvres de fiction en général. J'arrête pas de dire que je suis pas un très grand joueur, mais en fait, maintenant que j'y pense, enfin c'est surtout en ce moment-là, il m'arrive beaucoup de rejouer à des jeux assez narratifs ou RP. Les personnages fous, ils sont imprévisibles, mais ils offrent une certaine fraîcheur à un monde qui a besoin d'imagination. On va aller voir dans le sud ce qu'il a trouvé dans notre petit animal là. En général, en expédition, c'est bien de commencer à rentrer quand là il y a marqué 2 des deux côtés ou 1. Là, on va prendre un petit peu de risque parce qu'on est des VG. Après, j'ai un rapport avec la folie qui est... J'adore l'ambiance de ce jeu. Qui est assez particulier. Moi, l'esprit humain m'a toujours fasciné. Dans un premier temps, c'était surtout les rêves qui m'intéressaient. Car... en fait, j'adore écrire mes rêves, j'adore les raconter. Enfin, je les raconte pas tous parce que parfois... Enfin, je sais pas. J'aime bien les raconter. Et de mon attrait au rêve, c'est développer un attrait pour la psychologie, pour le cerveau, comment les gens fonctionnent, et quelle est la mécanique du fait qu'on pense de telle ou telle manière. Qu'est-ce qui forme notre ego, notre psyché en tant qu'humain. Un sujet qui est large et très intéressant à aborder, vous vous en doutez bien. Et en fait, j'ai un ami
qui m'a dit en général, on devient expert ou on se cultive sur des sujets justement parce qu'on les maîtrise pas ou qu'on a un problème avec. Il m'a pris l'exemple oui, le cordonnier est le moins bien chaussé, les docteurs sont ceux qui ont les plus grosses conneries en termes de santé. C'était la logique derrière l'idée. Et je dis pas que je suis complètement taré, même si j'ai sans doute un grand aussi. Qu'est-ce que c'est que ça? On va recruter ce mec. Qu'est-ce qu'on va prendre? Qu'est-ce qui est le plus urgent? Le fuel, ça descend plus vite, on va prendre du fuel. Alors là, ce que je viens de faire, c'est un échange. Ça, c'est des trucs qui sont un peu partout dans la galaxie que les marins laissent. Quand ils ont trop de supplies, ils en laissent ici pour le prochain marin. Et celui qui passe après, s'il en a besoin et il le prend, a une dette. C'est un peu un code marin de l'espace, on va dire. Et doit revenir plus tard pour placer une supplies. Et tant qu'il a cette dette, en fait, sur sa tête, l'équipage va se sentir de plus en plus coupable et énervé envers le capitaine de pas être revenu pour remettre un truc. Là, j'ai juste fait un échange pour prendre un peu plus d'essence parce que c'est un peu plus cher que la bouffe de souvenirs, ou alors je me suis gouré, bref. Et en fait, il y a des entités puissantes pardon, dans ce jeu qui, si vous ne remplissez pas vos dettes, peuvent finir par vous courser pour vous rappeler à vos obligations. À vos obligations. Ouais, c'est marrant qu'il y ait autant de détails pour un petit truc de lore qui traîne. Et ce jeu regorge de choses comme ça, c'est un délice. C'est comme lire un roman interactif, mais le truc, ça fait des dizaines d'années qu'il est développé, donc c'est vraiment... c'est un monde alien, en soi. Et c'est vraiment cool. Mais je parlais de la folie. Je ne pense pas être complètement taré. Du moins pas encore. On a tous nos tares, mais je ne suis pas encore là. Attendez, je dois faire un truc. Non, c'est bon. Je sais pas comment je fais. Peut-être que je les attire, ou peut-être que tout le monde a cette problématique, mais j'ai un troisième œil qui me permet de le remarquer. La quasi-totalité des gens que je fréquente de façon personnelle ont un problème mental qui les handicape. Bon, c'est pas le cas de tous, hein, mais je connais en fait énormément de proches auxquels je tiens ou auxquels j'ai tenu ont eu leur vie bouleversée ou en tout cas est devenue plus rude parce qu'il y avait un truc dans leur tête qui a flanché avec le temps ou du jour au lendemain. J'ai un cousin que je kiffais dans mon enfance, avec qui j'avais repris contact il y a 1 an et demi, qui a développé une schizophrénie assez intense, parce qu'il avait des petits cas dans son enfance qu'on se doutait et qui se sont pas rangés. Quand il a pris du chichon plus tard, en fait son corps était sensible à la chose et ça a fait des réactions, enfin bref. Et ça a ruiné sa vie en fait. C'est quelqu'un de très talentueux et d'intelligent, mais il entend
il entend Dieu qui lui dit de faire des choses pas très catholiques. Ou en tout cas pas très musulmanes, dans son cas personnel. J'ai voilà, j'ai une autre personne proche qui a un fort problème comment on dit déjà, qui a des sautes qui passe d'heureux à triste du jour au lendemain, qui a des problèmes assez intenses là-dedans. C'est quelqu'un qui a connu d'énormes difficultés aussi dans son enfance, et des événements qui ont rendu la chose encore plus terrible. Et c'est quelqu'un de très, très talentueux, qui à chaque fois qu'il arrive quelque part devient le meilleur dans le domaine, juste parce que c'est juste un gars incroyable. Sauf que le mec reste jamais assez longtemps pour vrai. Le mec ne finit jamais rien. Il finit toujours par partir avant la fin. Et c'est en partie dû à sa personnalité, à ce qu'il a vécu et à sa philosophie de vie. Et c'est quelque chose qui a fait que aujourd'hui, il a 3 fois mon âge et, euh, et mon salaire est 2 fois plus gros que le sien. Et au-delà du salaire même, c'est quelqu'un qui est souvent en difficulté et, euh, et qui commence à devenir seul. Il y a une autre personne aussi dans ma vie que je considère comme un mentor, que j'ai pas vu depuis 7 ou 8 mois, je crois, qui m'a beaucoup éveillé dans le domaine de l'art, qui a toujours été un passionné d'art, qui est un intellectuel, un ancien maître conférencier, qui a toujours été resté discret dans les médias parce que c'est quelque chose qu'il a toujours répudié pour des raisons personnelles. Et c'est quelqu'un qui a une phobie très intense de la mort. Je crois que j'en ai déjà parlé de lui, en particulier dans un de mes vlogs sur ma chaîne personnelle. Et, euh, et cette peur, en fait, dicte beaucoup de ses actes au quotidien. Et en fait, le mec se fait du mal alors que c'est de ça qu'il a peur. C'est un sujet assez complexe, mais bon, comme tous les problèmes de l'esprit, c'est forcément complexe. Et voilà, j'ai plein d'exemples comme ça. J'avais une ex qui avait un énorme problème, qui se détestait, qui ne croyait jamais en ce qu'elle faisait. Alors que la meuf avait fait des études sup en art, bac plus 6 quoi, gros délire. Elle est passée au Gobelin et tout, un truc monumental. C'est le genre d'artiste qui en 3 coups de pinceau vous pond une reproduction à l'échelle 1:1 de la Mona Lisa, et qui après se dit putain, c'est dégueulasse. Ce genre de personne qui énerve les gens qui, au contraire, peinent à faire un dessin potable. Vous voyez le genre. Et du coup, je me suis gouré, la bouffe coûte plus cher que l'essence dans cette galaxie, donc j'ai fait un échange de merde, j'ai perdu des thunes. Pas un très bon investissement, ça. J'ai combien d'argent, moi? Elles sont où mes thunes? Où est-ce que je les vois? Là, je crois. Ah ouais, putain, ça coûte cher. Il va falloir que je trouve ces putains d'abeilles. Bon, on n'a pas eu trop de chance dans le nord, on va essayer le sud. Euh, j'ai des membres de ma famille qui ont des problèmes aussi, enfin comme mon cousin quoi. Et parfois c'est même pas des pathologies, hein, c'est juste des traits de personnalité assez marqués, mais
qui leur posent le même problème. Et moi-même, j'ai mes propres soucis. Et il y a un truc qui m'a toujours frustré. En fait, ces personnes-là, je peux pas les aider. Enfin, je pense que je les aide. Oula, guet-apens. Des bandits de l'espace. Attendez, je lui casse sa gueule vite fait. Encore un coup de hydrate mort, je crois. Putain, c'est une chiasse à piloter. Bon, je retourne au sujet important après. Hein. Je lui casse sa gueule d'abord parce que... Oh putain, il m'a explosé. Allez, crève. Load that old. Qu'est-ce que j'ai trouvé? Une vision du paradis? Waouh. Où en étais-je? Oui, je ne peux pas les aider. Ou en tout cas, je sais que ma présence est support... Et j'en ai marre de parler un franco-anglais. Après, c'est comme ça, je suis fatigué, j'ai du mal à me concentrer, donc il y a ma deuxième langue qui overlap sur l'autre. Voilà, overlap, un mot anglais encore. Qui marche sur les pieds. En fait, il y a des gens que j'ai aimés. Que ce soit d'un amour ou amitié ou familial, qui sont entrés dans des phases de dépression assez intenses, ou dans des périodes où ils croyaient vraiment plus en eux, où c'était vraiment grave la merde. Et pendant des semaines, des mois, pour certains des années, j'ai essayé de les aider, j'ai essayé de les supporter. Et en fait, j'ai tout essayé. Il y a des gens avec qui j'ai vraiment tout essayé. Et j'y arrivais pas. Il y a des gens avec qui j'étais gentil, j'ai essayé d'être un peu rude pour les secouer, j'ai cherché des méthodologies pour essayer de les manipuler vers un meilleur état mental. J'ai tout essayé. Ça en a aidé certains, ça n'a rien fait pour d'autres. Mais ultimement, en fait, ces gens restaient malades. Ou en tout cas, ou parfois leur état s'empirait. Ou ils commençaient à guérir, puis tout était ruiné malgré eux ou parce qu'ils n'avaient pas envie de guérir. Certains vont parler du syndrome du sauveur. Allez vous faire foutre. J'ai aimé des gens qui allaient mal et qui allaient s'empirer avec ou sans mon aide, et que j'ai voulu aider parce que je les aimais. Voilà. Enfin bref, ouais, j'ai tout essayé avec des personnes, et certains à qui je parle encore aujourd'hui, d'autres dont je n'ai plus de nouvelles. Et ça m'a déchiré en fait. Ça m'a déchiré de pas réussir à les comprendre. Pas comprendre les gens en général. À la base, je suis quelqu'un d'extrêmement introverti. C'est plus vraiment le cas maintenant. Je peux le dire avec une certaine assurance. Il y a toujours des sujets sur lesquels je suis timide. Mais globalement, maintenant ça va. Je pense que avec un minimum de courage et de bière dans le nez, je pourrais sortir en slip dans la rue. Enfin bon, il y a peut-être des limites, mais c'est une idée qui pourrait me trotter dans la tête. Même s'il y a encore des lacunes, hein, approcher des inconnus, c'est compliqué pour moi. Enfin, ça dépend aussi grandement de mon humeur. J'ai mes propres tares au niveau mental. Donc, est-ce que je devrais appeler ça des tares? C'est moi, en fait. Il y a des choses... Je suis fait de certaines choses, j'ai mes qualités, des défauts.
Il y a des qualités que j'ai que je trouve pas forcément utiles et des défauts que j'ai que je trouve handicapants, mais ça c'est le cas de tout le monde. Et le lendemain, peut-être qu'en fait je vais penser l'inverse. Il y a des parties de moi que j'aimerais changer, et après après avoir réussi à changer, au final, je regrette peut-être certaines choses. On peut pas être parfait, on sera jamais satisfait de soi-même, mais j'ai réussi un truc qui est assez incroyable en fait. Je m'aime. Je suis la plupart du temps, je pense que je suis satisfait de ma vie en fait. Je m'aime bien et c'est cool. Mais en fait, cet éveil initial dont j'ai parlé en jouant à mon putain de jeu de cartes, mes recherches sur essayer de comprendre la vie, comprendre les autres, et le fait de n'avoir pas pu aider ces gens que j'aimais à sortir de leur misère, euh, je pense que c'est aussi ça qui m'a mené à m'intéresser à l'esprit humain. C'est pour ça que je lis des bouquins de psychologie, que je lis sur les recherches sur les rêves, sur le symbolisme. En fait, ça me fait chier de voir des gens que j'aime souffrir pour des raisons purement mentales. Et ça me fait chier qu'on soit à une époque où on fait des avancées incroyables là-dessus, mais on est aussi loin d'avoir tout compris. La compréhension du cerveau, c'est une science qui est assez jeune. Et on commence à peine à avoir des traitements cool pour certains problèmes pathologiques graves, par exemple. Et ça me fait chier qu'on n'ait pas de remède miracle. Enfin, pas de remède miracle, mais qu'on puisse pas mieux gérer certaines choses qui sont horribles. À mes yeux. Et me renseigner sur ce sujet, ça... Putain, il y a des ennemis partout. Ça m'a permis, en fait, éventuellement, effectivement, de mieux comprendre les gens. En tout cas, d'avoir des tricks pour essayer de mieux les analyser. Et mieux m'analyser moi-même, en fait. Je pense que si j'avais pas fait cet effort, je me détesterais aujourd'hui, comme je me suis détesté il y a des années, parce que j'étais sur la fin de l'adolescence, parce que j'avais pas une vie très rose non plus sur certains aspects. Mais je pense que ça m'a aidé. Ça m'a aidé tout court même. Et ça m'aide aussi aujourd'hui à aider des gens. Pas dans le sens où... Enfin, les aider à se comprendre eux-mêmes. Il y a des gens qui s'en vexent parfois, qui pensent que j'essaye de les analyser, de faire mon psychologue. Mais en fait, Oula, c'est la guerre. Mais en vrai, mon objectif final, c'est pas de comprendre quelqu'un pour mieux le contrôler ou en faire ma pute. C'est... je veux pouvoir étudier la structure de quelqu'un pour lui exposer afin qu'elle puisse se soigner elle-même, parce que je sais que c'est pas à moi de faire le taf et que je le pourrai jamais. Au début, je faisais ça de façon assez maladroite avec les gens avec qui ça marchait, parce qu'il y a des esprits ou des égos qui sont tellement forts en fait que j'ai pas le niveau pour pouvoir les aider, ou en tout cas ils ont un truc trop complexe pour moi. Au début, j'avais du mal en fait, j'étais trop froid, je
je faisais mal le taf. Mais j'essayais. Aujourd'hui, ça marche sur certaines personnes, ça marche pas sur d'autres. Et j'essaye un peu de voir la chose comme un jeu. Récemment, j'ai une personne proche de moi qui est tombée dans un sacré bad. Et j'essaie de l'accompagner. Mais d'un côté, j'ai peur que la personne se dise que je pense pas forcément à elle parce que je n'essaye pas activement de la sortir de sa situation, mais de l'autre, en fait, faut pas que je le fasse. Faut que cette personne essaye de voir ce que je lui donne comme des outils et non pas comme de la pitié ou un moyen de la descendre. Et je pense que cette personne l'a compris à un certain degré, mais se soigner, soigner sa tête, ça prend autant de temps que soigner son corps. Il faut y aller lentement, mais sûrement. Donc, comprendre l'esprit me comprendre moi-même et comprendre les autres, comprendre comment le faire, comment aider certaines personnes, je crois que c'est ça qui me motive sur pas mal de choses. Je me trouve souvent assez égoïste sur la façon dans laquelle j'approche certains problèmes ou la vie en général. Mais je pense que au bout du bout, comme diraient certains, j'essaye quand même. Et comme l'a encore dit l'un de mes amis, tout le monde fait de son mieux. Je pense que toi, tu fais de ton mieux. Tu pourrais faire plus. Tu pourrais être meilleur. Tu pourrais faire pire. Mais je pense que dans l'instant T, tout le monde fait de son mieux. Et qu'on fait avec ce qu'on a. Mentalement parlant. On fait de notre mieux. Et pour faire mieux que mieux, ça prend du temps. J'aime pas l'idée. En fait, j'étais tombé dans une forme de tristesse en me disant qu'en fait, la majorité des gens autour de moi étaient des gens tristes ou qui étaient dans le bad. Sans s'en rendre compte, ou à force de lire sur le cerveau, je me suis dit putain, en fait, tout le monde est dans la merde et le monde est en train de périr autour de moi. Bon, éventuellement, j'ai rationalisé la chose et j'ai compris qu'en fait, tout le monde est humain et tout le monde vit. Et vivre, c'est compliqué. À tous les niveaux. Mais je sais pas où j'essaie d'en venir là, mais je mouline un peu de la langue. Cette vidéo va être longue, je pense. On va faire un peu de shopping. Ah, c'est ça que je cherche. C'est ces putains de gourdes de nectar. Je n'ai toujours pas fait une putain de thune. Je pense que je vais mourir. Ah non, je vais pas vendre mes trucs. Oula, ouh. Il me reste des thunes. Ok, je suis à sec. Bon, l'histoire de mon personnage va probablement bientôt s'arrêter. Enfin bon, voilà. Parfois aussi, je fais exprès de pas forcément aider certains proches sur des sujets. Sur des sujets, comment dire, de l'esprit, parce que je veux qu'ils se démerdent.
ou parce que je sais qu'ultimement, dans certains cas, en fait, ça sert à rien parce que je me suis déjà répété des millions de fois et ça a rien fait, donc c'est plus la peine. Ou en fait, ça va te faire le taf. Je peux juste essayer de montrer la voie, des outils. Et moi, je suis pas Gandhi ni Bouddha, donc je peux pas aider tout le monde. Et moi-même, parfois, j'ai besoin d'aide sur certains sujets. Mais moi, je suis bien entouré. Et, euh, et je peux me permettre. Et je peux me le permettre, en fait, d'essayer de conseiller des gens que j'aime. J'ai compris que. Il y a combien de vie ce machin là? C'est incroyable. Allez, donne-moi un truc de valeur là, je suis à sec. Ah ouais, thunes, des thunes. Nickel. Hop. 45 balles. Oh, c'est bon. C'est béard. Qu'est-ce que je pourrais vous dire? Non, je pense que je vous ai déjà dit pas mal de choses là. Comme vous pouvez le voir, j'ai fini dans un territoire complètement enneigé. C'est pas ici que je vais trouver des putains d'abeilles. Ça manque un peu de fleurs. Mais ça reste un endroit stylé. Et j'ai trouvé d'autres formes de richesse. C'est pas mal. Regardez, je danse avec mon ennemi immortel. Jusqu'à trouver le bon moment pour... Bam! Et qu'est-ce qu'il me donne en échange? Du gossip, génial. Ah oui, un truc qui est intéressant dans ce jeu, et dans cet univers en général, c'est la valeur des choses. Tout a une valeur, tout peut être échangé. Euh, et en fait, au-delà des pierres précieuses, des armes ou de choses rares ou de l'argent, il y a un aspect qui a été très développé dans ce jeu qui n'est pas forcément dans d'autres, à mon humble avis. C'est la valeur de l'information. Les informations, le savoir, est une monnaie d'échange en soi. Même des rumeurs. Et dans ce jeu-là, c'est poussé au fait que... Bon, c'est pas imagé tel quel, mais juste savoir, juste pouvoir dire que ta voisine couche avec le mari de l'autre voisine, c'est une information qui a une valeur monétaire. Au point de vue de l'univers. C'est complet. C'est incroyable. Allez, encore des thunes. C'est bon, on a remboursé le voyage. Nickel. C'est un truc que m'a appris ce jeu. C'est... Enfin, je trouve. Enfin, ce jeu, cet univers en général. La valeur de l'information, de ce qu'on en fait et à qui on la refile. Ce que ça peut donner, comment la faire fructifier, c'est des sujets qui sont abordés
pas forcément trop dans ce jeu-là en général, mais dans d'autres opus. Quoique ce jeu-là aborde un peu de tout hein, en soi. J'ai appris de mes expériences, waouh, qu'est-ce que j'ai appris? Une nouvelle facette de notre bon gars là. Alors du coup, après être devenu taré, qu'est-ce qui lui est arrivé? Et ben il est revenu à la raison et enfin non, il est pas revenu à la raison, on avait établi ça. En fait, en revenant de ce dans le monde du réel, il a perdu de vue un amour. Et ça c'est quoi? C'est et il en a encore un trou dans le cœur qui va le mordiller jusqu'à sa mort, non? Non, ça il a passé le cap mais ça lui fait encore mal. Ça c'est encore tellement frais dans son esprit que ça lui fait une douleur vive. Non, il a passé le cap quand même. Pas un PD. Eh. On est dans la quête du miel, les mecs. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est que c'est parti loin, dis donc. Enfin bon, voilà. Mon intérêt pour la psycho et l'esprit vient principalement du fait que j'avais des problèmes que j'ai réussi à améliorer en m'y intéressant et parce que j'ai connu des gens qui ont été déchirés par ça et je voulais savoir pourquoi ça les déchirait, qu'est-ce qui les déchirait, quelle forme ça pouvait prendre, est-ce que je pouvais les aider. Et je pense que globalement, faire ça, en fait j'ai rempli mon objectif sur certains points. Allez, crève. Wesh. Je t'ai aidé, enculé. Allez, viens. Je suis un pirate de l'espace, enculé, qu'est-ce que tu crois? Bam! Merde, je l'ai raté. Non, tu peux pas viser, mec, tu peux pas viser. Tu peux pas viser. Ok, j'ai plus que 4 membres de l'équipage, je crois que le minimum en fait c'était pas 4 du tout, c'était 6. J'ai presque plus rien, on va rentrer au port. Magdalene c'est loin, putain. Et Winchester, allez on va tenter une Winchester. Ouais, j'ai assez d'essence. Commence à manquer de bouffe en plus, c'est pas ouf. Avec 60 balles, je pourrais avoir une caisse de chaque. Ouais, il y a moyen de se mettre bien. 8, avec 80 balles, je peux avoir de bouffe. Ok, 8, 9, 10. J'ai moyen de reprendre un d'essence aussi. Ouais, ok, ça va. Esquiver, ça consomme de l'essence aussi, c'est casse-couille. Vous reparlez de ça, ça m'a fait ressortir des... pas des moments super agréables de ma vie. Et ça m'a aussi rappelé des bons souvenirs.
Le cousin schizo dont je vous ai parlé, en fait, il est arrivé dans une période de ma vie où vraiment noire. Ça allait pas forcément sur plein d'aspects. Au niveau du taf, j'avais un travail horrible, mais j'avais pas le choix de le faire. J'avais pas envie, mais j'avais pas le choix. On a toujours le choix, comme diraient certains, mais dans mon cas présent, enfin dans mon cas personnel, c'était plus compliqué. Et le premier grand amour de ma vie était en train de s'étioler. Il y a des raisons personnelles à ça, je pense que c'est majoritairement le temps et le fait qu'on était réciproquement l'un à l'autre notre premier grand amour. Et en fait, j'ai compris que ça allait se terminer 4 mois à l'avance. 4-5 mois à l'avance. Je savais que ça arrivait avant même que l'autre personne ne me l'annonce. Et parce que je savais que ça arrivait, j'ai fait mon deuil de l'autre personne en avance. J'ai fait le deuil de notre relation en avance. Car je savais qu'elle allait me larguer au dernier moment. Moi, évidemment, j'allais jamais le faire. Parce que je l'aimais encore. Mais ça m'a pas aidé dans cette période difficile, quoi. Et il y avait plus rien. Il y avait plus rien pour moi, je pense. De mon point de vue, j'avais plus le temps pour me consacrer à mes passions. D'ailleurs, ça m'a tellement marqué qu'aujourd'hui encore, j'ai énorme. Avant cette période-là, je dessinais tous les jours. Je montais de niveau assez vite, je trouve, de mon point de vue. Avant le dessin, j'avais une certaine passion pour l'écriture. Aujourd'hui, mon écriture est dégueulasse, ça s'est complètement détérioré, mais j'écrivais des petites histoires, des petites scénettes pour des gens, des nouvelles. Et j'avais des fans par-ci par-là qui aimaient mon travail, tout simplement. Et ça me faisait plaisir. J'avais mis ça de côté quand j'avais commencé à bosser. Et j'avais complètement abandonné la chose et ma fameuse recherche qui a émané du jeu dont j'ai parlé au début de vidéo, parce que j'avais plus le temps, parce que j'étais trop fatigué, parce que mentalement j'avais pas envie. Et je préférais m'allonger et dormir. Et je pense que ça a solidifié mon intérêt pour le rêve parce que comme je n'ai jamais eu vraiment de pensée suicidaire, je cherchais quand même, mais la vie, j'avais pas de pensée suicidaire. Mais la vie était tellement insupportable que je me suis réfugié dans mes rêves. J'ai toujours eu une imagination assez débordante. J'étais même hyper actif quand j'étais jeune. Enfin, jeune, quand j'étais enfant, pardon. Chose qui s'est totalement inversée vers collège-lycée, parce que l'adolescence, parce qu'on a des complexes personnels, parce que j'ai pas été bien traité par des camarades, par des fils de pute, voilà, tout simplement. Mais j'ai toujours gardé une imagination assez vive, très vive. Et je me suis réfugié dans mes rêves. Je les ai notés tous les jours. Du coup, à force de les noter, je m'en souvenais mieux. Je pouvais faire des choses plus. Les écrire de plus en plus. Me souvenir de plus de rêves que je faisais dans une soirée. Dans une nuit, pardon. Et quand je me réveillais le matin, je n'attendais qu'une seule chose. C'était de me rendormir le soir pour continuer d'explorer mon esprit. Et les mondes que mon cerveau m'offrira. Que je m'offrirai à moi-même, en fait. Ça avait beau être une période assez noire, je faisais très peu de cauchemars. J'ai jamais trop fait de cauchemars en général dans ma vie.
Je pense que tout simplement, mon esprit m'offrait ce petit cadeau parce que j'en avais besoin. Enfin bref, j'en étais là quoi. J'avais plus envie de rien. Le travail était horrible. Ma meuf me quittait, allait me quitter, et c'est arrivé. Euh, et arrivé dans ma vie, et revenu dans ma vie, ce cousin. Je savais pas qu'il était schizo à la base, et j'ai découvert ensuite qu'il avait des problèmes. J'avais essayé plusieurs fois de lui parler, mais en fait on n'a jamais réussi à connecter. C'est un problème que j'ai souvent eu avec le côté de mon père au niveau de la famille. On trouve pas de connexion parce que c'est des gens que j'ai pas vus pendant de longues périodes. Parfois des gens que j'ai revus que que j'ai pas revus depuis mon enfance. Et en fait, on n'avait rien en commun. Et parfois, il y en avait que j'avais adoré dans mon enfance, avec qui j'ai de très bons souvenirs, avec qui j'ai envie de reconnecter, et ça marche jamais. Du coup, j'essaye plus de les revoir. Et personne m'en veut personnellement parce que je pense que ils ont le même souci de leur côté. Mais mes deux cousins, j'en ai un autre qui lui, par contre, a une hygiène mentale impeccable. Donc il y a et l'autre, le schizo. En fait, lui, on a réussi à connecter un soir où j'étais allé chez lui. Je crois que parce que sa mère, qui était, enfin une de mes tantes du coup, était revenue en France après des années, qu'elle avait envie de me voir parce qu'elle, en fait, elle n'a pas pris contact parce que juste parce qu'elle pouvait pas physiquement. Et pour lui faire plaisir, j'étais venu la voir. Je me souviens, j'étais sur le balcon avec ce cousin en question et il était en train de fumer une clope. Moi, je buvais du thé, je crois. Et je commence à lui parler de trucs que je mate sur internet, tu vois. Je crois que je parlais de Tinkerview. C'est fou, hein. J'ai connecté avec mon cousin avec Tinkerview, quoi. Et il matait ça. Puis il m'a parlé d'autres trucs. J'ai parlé des vidéos de la chaîne en question. On a discuté sur certains sujets assez larges. Et c'est une des rares fois où je parlais de sujets adultes avec quelqu'un euh, qui me considérait de façon égale dans la discussion, qui disait des trucs qui avaient pas l'air déconnants, et, euh, et qui était de la famille, qui était de ce côté de la famille, avec qui j'étais en mode ah putain, il vient de devenir mon ami. Et, et à partir de là, j'ai commencé à retourner le voir. J'allais dans son appart, on faisait deux, trois sorties ensemble, des petites balades. Et une fois, je l'ai invité à boire un coup sur une terrasse. Et je lui ai expliqué un peu les problèmes dans lesquels j'étais dans ma vie. J'ai chialé devant lui. Et en fait, cette personne qui entend des voix, qui a l'impression de voir des démons la nuit dans les ombres de son appartement quand il se lève pour aller pisser ou quand il s'endort, qui, euh, qui malgré beaucoup d'efforts a énormément de mal à se remettre à vivre, à travailler. Et qui entend Allah qui lui dit ne fais pas de mal mon fils. Enfin, ce mec-là m'a donné des conseils et m'a permis de ressortir de, de ressortir de ma tête de l'eau. Et a fait preuve d'une intelligence et d'une humanité incroyable. Et à chaque fois que je repense à lui, ça me fait tellement chier.
ça me fait tellement chier qu'un tel esprit, qu'une telle personne soit emprisonnée par par des démons imaginaires, par des voix qui n'existent pas, en dehors de son esprit. Parce que le mec est schizo. Le mec a déjà pris un couteau et menacé sa propre mère. Il a fini interné, à prendre des médicaments assez lourds, dans son cas. Un peu prescrit n'importe comment parce que les psychiatres en France, c'est pas ouf. Aujourd'hui, je sais que ça va. Il s'en sort assez bien, sa famille est supportive. Mais putain, quoi, c'est. Le mec m'a sorti de la merde. M'a aidé à traverser une putain d'épreuve. Mais lui, il sortira jamais de la sienne. Et ça m'a tellement foutu les nerfs. Après lui, c'est un cas extrême, mais il y a tellement de gens qui sont dans cette situation, ça me casse les couilles. Et je peux rien faire. Après quelques mois, il a commencé à moins prendre contact avec moi, à m'éviter un peu. Putain, j'ai oublié d'acheter mes trucs. À s'isoler encore plus. Il avait une crise qui recommençait, je sais pas. Et je savais qu'il m'aimait. Mais il faisait en sorte qu'on puisse pas l'aimer en retour. Alors, ce que je veux dire, c'est que. Oh, j'ai tout ça, Dale. Oh, j'ai des thunes à me faire. Ah, je suis riche. Où est-ce que j'ai chopé tout ça? Non, c'est pas moi qui l'ai ça. Ah non, je l'ai pas. Ah putain, merde. J'ai eu peur. J'ai cru. J'ai continué à vivre de mon côté. J'ai pu reprendre contact avec d'autres membres de ce côté de la famille. J'ai pu retrouver mon autre cousin, notamment, qui est une personne formidable, qui aussi est quelqu'un de plein de sagesse. Mais voilà quoi, il a décidé de disparaître. Je lui en veux pas, je sais que il peut se contrôler qu'à moitié. Je sais qu'il en a conscience, mais dans le temps, je sais que son cas va s'aggraver. Il a visiblement trouvé une sorte d'équilibre parce qu'il est intelligent et que il arrive à vivre dans notre réalité avec sa logique qui en est en dehors. Mais je sais pas comment ça va évoluer. C'est pas un truc qui me pèse sur la conscience. C'est pas un truc qui me ronge. C'est juste un truc qui me fait chier, qui me rend un peu triste quand j'y repense. Quand j'ai ce genre de discussion, on va dire. C'est aussi un autre problème que j'ai. Je prends plus le temps de méditer ou d'être seul avec moi-même.
C'est c'est pas aussi grave que ça l'était avant, même si là, depuis 2-3 mois, je trouve que je suis un peu trop dans ce mood-là. J'ai. Je prends pas les. Je prends pas forcément l'effort de me souvenir des choses. J'essaye d'oublier certains problèmes. Je prends pas le temps de raisonner sur certains trucs parce que sinon, je sais que je peux être assez sensible sur certains points et après je déprime. C'est comme la période où j'étais à fond dans la politique ou dans l'histoire. Et, euh, et j'étais devenu presque nihiliste. L'humanité me donnait envie de chialer. Puis, et du coup, j'ai foutu tout ça derrière moi. J'ai arrêté d'écouter des gens intelligents qui parlent de problèmes complexes parce que, parce qu'en fait, les conclusions étaient souvent assez noires. D'ailleurs, je ne regarde plus Tinkerview depuis bien longtemps. Enfin, bien longtemps, je déconne, mais je dirais que dans cette année, en un an et demi, j'ai pas dû regarder plus de 2-3 vidéos. Puis en même temps, cette année, j'ai autre chose à foutre. Et, euh, et j'ai vécu la plus belle année de ma vie. Je crois que j'ai trouvé le miel. Je crois que c'est ce biome-là. Putain, c'est pas loin en plus, il y a moyen de se faire des grosses thunes. À chaque nouvelle session de ce jeu, la map change. Enfin, session, à chaque nouvelle sauvegarde. Mais bon, vu qu'on y passe des jours, enfin des jours, vu que c'est une assez longue aventure, c'est pas tellement un problème. Sauf quand on joue dans un mode où la mort est définitive, mais c'est pas drôle. Nice, 30 km pour un putain de cimetière. À tous les coups, ça va être un piège, regardez. Ah non. Allez, on va prendre les morceaux du vaisseau pour réparer le nôtre. Hop. On en a bien besoin. Hop là. Bon, je crois que c'était par là. Donc les abeilles vont pas être là parce que c'est trop près du centre. Donc on va plus aller par là. Il y a moyen de se faire la moléga. Parce que là, on n'a plus rien. En termes d'argent, ouais, on a 6 balles. On n'a même pas un quart de. On peut même pas s'acheter un quart d'une caisse de fuel, quoi. Donc soit je trouve un truc, soit je crève. Allez, on trouve un port, après j'arrête la vide.
J'aurais bien voulu vous montrer là. Oula. Allez, bam. J'aurais bien voulu vous montrer la map steampunk de Londres. Parce qu'elle est vachement bien stylée. Mais ça prendrait trop de temps d'y aller. Déjà, faudrait la trouver. Et c'est toute une autre histoire. Ça coûte cher ici aussi les trucs ou... Je n'ai pas d'argent. Oh bon bah on est mort. Je crois que le miel par rapport à ça c'est au sud d'habitude, mais ce serait con vu qu'il y a de la neige. Allez on teste. On n'a plus le choix là. Il n'y avait pas de neige là. Par là ça c'est froid. Donc ça doit être le nord. On va tester par là. Enfin voilà. Pas forcément le sujet le plus joyeux à aborder, mais apparemment c'est le mode actuel sur la chaîne, donc why not. Je trouve ça intéressant la Mongolerie. C'est juste des petites tranches de vie. Sur cette chaîne, il y a des gens qui ont des avis opposés sur certaines idées, qui mettent plus ou moins d'efforts, ou qui ont leur propre idée de ce qu'est l'effort dans leur projet. Il y en a qui regardent toutes les vides qui les commandent toutes. Putain, voilà le miel. Et quand je vais en prendre des avions en sortir, et ça va être la course parce que j'ai pas la force de feu pour les buter. Peut-être juste crever, hein. Je crois que c'est 3 balles pour les buter de souvenir. Ah non, merde, c'est le gun de base, c'est pas comme ça que ça marche. Il y en a qui commandent toutes les vides, il y en a qui les regardent pas. Personnellement, je regarde pas toutes les vides de la Mongolerie. Je regarde de temps en temps. Il y a pas mal de gens qui font des séries. Il y a Rook qui fait les vides de l'ARH. Une fois sur deux, je les regarde quand elles sortent. Mivakio quand elles chantent. Enfin, des gigas là. Il m'arrive de les regarder aussi, pas toutes. Franchement, ça dépend de... Ça dépend de mon envie. Et c'est pas tellement grave, parce que je sais qu'ils m'en voudraient pas. Je sais que tout le monde ne regarde pas forcément toutes les merdes que je fais. Et tant mieux, parce que ça sera un peu une perte de temps à force. Mais je suis content qu'il y ait ce petit esprit organique dans la chose.
on s'en fout. C'est ça le but de base des Mongols, c'est on fait ce qu'on veut et on s'en fout. Si j'ai envie de faire un marathon, de rien mater, on va pas m'en vouloir. Si j'ai envie de faire des efforts ou poster un truc, on va pas m'en vouloir. On s'en bat les couilles. On s'en bat les couilles. Putain, ils achètent pas le miel. Ah, j'aurais pas assez de fuel pour rentrer. Comment je fais? Ah non, je peux pas vendre des trucs. Bon bah écoutez, on va crever. C'est tout. J'ai même pas 20 balles. Bah, on va rentrer et advienne que pourra. Mais je pense que la situation va être catastrophique. Et en plus, c'est loin, sa mère. Et bah, let's go. Parce que plus de bouffe, plus d'essence dans 2-3 secondes. Enfin, 2-3 secondes, non. 10-20 secondes. 2% de 1%. Les dernières gouttes de ton essence ont disparu. Le feu dans ton engin s'étiole et meurt. T'as cheminé tous une dernière fois. Déjà, la chaleur de la forêt sauvage, crawling, rampe ses petits doigts froids à travers tes fenêtres. Tes derniers espoirs sont désespérés. Signal pour de l'aide. Il n'y a pas de chance que ça marche. Les ciels sont vastes. Brûle ta bouffe. On n'en a plus. Sacrifie l'un des tiens à l'un des dieux. C'est pas notre patron, donc il va pas y avoir moyen. Bah, on va essayer d'appeler à l'aide. Ton signaleur déploie tous les tricks qu'il connaît. Des flares, des feux qui brièvement brûlent à travers le ciel, des drapeaux secoués à travers les vents célestes, un SOS joué de façon assourdissante au sifflet, un code morse de façon frénétique, largué à travers la nuit depuis tes headlights, les lumières de ce truc. Les ciels sont silencieux, personne ne vient. Le froid grandit de façon horrible. On va retenter d'appeler l'aide, on va pas abandonner. Oh. Est-ce que quelqu'un répondra cette fois? Fort heureusement, quelqu'un passe après ton SOS. Il y a un petit échange cautionneux au drapeau qui permet des communications plus nuancées que le morse, en essayant de se rendre compte si ce n'est pas une embuscade. Ils viennent sur le côté et ouvrent une porte, prêts à vous délivrer quelques barils d'essence. Après un peu de temps, ton engin revient à la vie.
et le froid retourne dans la nature. Avec des sifflements heureux, toi et tes sauveteurs se séparent. Il y a toujours de la décence, alors, à trouver dans les cieux. On rentre à la maison. Et je crois qu'en fait, la quête de vérité était trop compliquée pour Flynn. Il est pas fait pour être pirate, ce mec, ou capitaine. Il va être libraire, c'est bien libraire. On va laisser ces mecs se faire la guerre. J'aurais très bien pu finir la run là, mais écoutez, ce sera une medium end pour Flynn. Il va rentrer, se faire une petite retraite avec le miel qu'il va vendre, donner leurs derniers honneurs à ses camarades morts au combat, et revendre la locomotive pour s'acheter une petite baraque. C'est bien aussi de vivre simplement, tant qu'on est satisfait, tant qu'on soit un peu heureux. Sans ma balle. Ah. Allez. C'était Sunny Skies. Enfin, c'était plus moi que Sunny Skies, mais le jeu a fait partie de l'aventure. Bonne nuit les bébous.